Salut à tous, bienvenue pour ce 99e numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Au sommaire, nous allons parler d'infos internationales. Nous ferons un gros dossier sur l'État islamique, que ce soit en Turquie et ailleurs. Un autre gros dossier, ça sera sur l'État d'Israël. Ensuite, dans la partie France, nous parlerons de la crise et de la dette, de l'endettement des ménages qui s'accroît. On parlera de la redevance audiovisuelle qui va augmenter, du tarif des courriers qui va encore augmenter, etc. Dans la partie Europe, on reviendra sur la Grèce, la fin de la crise grecque et ses conséquences, dirons-nous. Et enfin, dans la partie santé et environnement, nous parlerons de l'obsolescence programmée, des OGM, nous parlerons également du Roundup et du nucléaire français. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque par les infos internationales et l'État islamique, comme promis. L'État islamique qui a établi un bastion dans un village situé au cœur de l'Europe. L'État islamique vient d'établir un premier bastion sur le sol européen. Voilà ce qu'a affirmé le tabloïd britannique Mirror, qui précise que des terroristes du groupe sont en train d'acquérir secrètement des propriétés dans un village bosniaque isolé situé à près de 100 km de Sarajevo. Les services de sécurité du pays pensent que le groupe terroriste veut utiliser cette région pour y installer des camps d'entraînement de djihadistes et qu'elle pourrait devenir une base pour la programmation d'attaques terroristes en Europe occidentale. Toujours sur le même thème, on apprend que plus de 400 arrestations ont eu lieu en Arabie Saoudite, tout ceci lié à l'État islamique. L'Arabie Saoudite a annoncé le démantèlement d'une organisation liée au groupe extrémiste sunnite État islamique et l'arrestation de 431 de ses membres présumés, en majorité des Saoudiens, et la mise en échec de nouvelles attaques contre des mosquées et une mission diplomatique. Alors c'est vrai qu'on vous avait mis à disposition il y a très peu de temps un schéma qui comparait les crimes et les punitions de l'État islamique et ceux en Arabie Saoudite, et on voit qu'il y a beaucoup de similitudes. On continue, toujours l'État islamique, mais cette fois-ci en Turquie, où une bombe a explosé dans un centre culturel de Suruk, près de la frontière syrienne, et a fait plus de 30 morts. Alors le gouvernement turc a accusé Daesh d'avoir commis cet attentat suicide. Si cette paternité était confirmée, ce serait la première attaque perpétrée par l'État islamique sur le sol turc. Alors quelques jours après, 2 jours après l'attentat, pour être plus précis, à Suruk, c'est au tour du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, de riposter. Les forces de défense du peuple, HPG, la branche armée du PKK, ont revendiqué le meurtre de 2 policiers turcs qui les accusent d'avoir collaboré avec l'État islamique dans la préparation de l'attentat suicide à Suruk. Je cite, « Le 22 juillet vers 6h, une action punitive a été conduite contre 2 policiers qui coopéraient avec le gang de Daesh », a expliqué le HPG sur son site internet. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a vivement réagi sur Twitter en dénonçant, je cite, une attaque méprisable du PKK. Alors, résultat des courses, la Turquie a commencé à bombarder l'État islamique en Syrie pour la première fois, ça c'était le 24 juillet dernier. 3 chasseurs F-16 de l'armée de l'air turque ont bombardé plusieurs objectifs tenus par l'État islamique en territoire syrien. Voilà ce qu'ont annoncé les services d'Ahmet Davutoglu, le Premier ministre turc. Ces frappes ont été menées peu avant 14h, au lendemain d'un accrochage entre l'armée et les djihadistes qui a coûté la vie à un sous-officier turc. Voilà, donc il y a très peu de temps, on avait mis en place une vidéo de Fabrice Balanche qui nous expliquait que la Turquie et l'État islamique étaient plus ou moins alliés pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad notamment. Voilà, apparemment, l'attaque suicide à Suruk a du mal à passer au niveau des Turcs. Et puis dans le même temps, puisqu'on frappe l'État islamique, on frappe également le PKK côté turc. Vous savez qu'entre le PKK et la Turquie, enfin les Kurdes et la Turquie, il y a un contentieux qui date d'il y a plusieurs années. On sait que le Kurdistan irakien est plus ou moins libre. On sait que les Syriens veulent aussi être libres. On sait qu'il y a 20 millions de Kurdes en Turquie qui poussent également pour avoir leur propre État. Donc voilà, aujourd'hui la Turquie, elle est prise dans un étau entre l'État islamique, le Kurdistan, etc. Bref, la Turquie a mené des frappes sur le territoire du PKK. La Turquie a mené des attaques aériennes contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK donc, dans le nord de l'Irak, la semaine dernière, et puis en Syrie également. Les actions de la Turquie s'intensifient contre le PKK. Ankara a mené des raids pour frapper des cibles dans le nord de l'Irak. Les milices kurdes des unités de protection du peuple ont exhorté Ankara a cessé ce qu'il qualifie d'agression sur leur position. On passe maintenant à un autre sujet, on va parler d'Israël, beaucoup de choses à dire sur Israël. Tout d'abord, la Knesset a augmenté les peines contre les lanceurs de pierres.
La Knesset a adopté un projet de loi qui enverra en prison les personnes qui jettent des pierres sur des véhicules civils pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, sans avoir à prouver leur intention de nuire. Initialement rédigé par l'ancienne ministre de la Justice Tzipi Livni du parti centriste, et complété plus tard par Ayelet Saked, vous savez, la fameuse ministre du parti de droite, même d'extrême droite, et bien voilà, maintenant on passe de 10 ans de prison à 20 ans de prison. On apprend également qu'Israël envisage de proposer aux États-Unis de reconnaître sa souveraineté sur le Golan. Pour les Israéliens, il s'agirait d'une compensation stratégique, outre le maintien de la suprématie militaire. Les États-Unis devraient reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan en tant qu'indemnité dans le cadre de l'accord nucléaire entre les puissances mondiales et l'Iran, selon le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, membre du cabinet de la diplomatie et de la défense et proche associé du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Vous savez qu'il y a eu un accord entre les grandes puissances et l'Iran sur le nucléaire. Tout n'est pas encore ratifié, tout n'est pas encore réglé, mais bon, s'il y a déjà eu un accord, c'est déjà une bonne chose. On continue sur Israël, et Israël ne prendra plus en charge les blessés syriens du front al-Nosra. L'armée israélienne prenait en charge les blessés du conflit syrien depuis plus de 2 ans. Ce changement a été mis en place 1 mois après l'incident au cours duquel un druze israélien a attaqué une ambulance de l'armée israélienne transportant des blessés syriens. Ce citoyen israélien avait tué l'un des blessés. 5 membres de la communauté druze israélienne ont par la suite été arrêtés, soupçonnés d'avoir commis ce crime. Cette décision aurait été prise il y a près de 6 semaines selon un haut responsable de l'armée israélienne. On continue, Israël et le Canada qui ont consolidé un accord de libre-échange. Le Canada et Israël ont annoncé la mise à jour de leur accord de libre-échange bilatéral, ce qui pourrait être un atout majeur pour les liens économiques. En vertu des modifications, l'accord de libre-échange Canada-Israël sera révisé et simplifié pour retirer une partie des lourdeurs bureaucratiques au passage des frontières et élargir les opportunités de marché dans le secteur de l'agriculture et de la nourriture. La révision permettra de réduire les coûts de transaction pour les entreprises, soutenir les investissements du Canada en Israël, accroître la transparence en matière de réglementation et éliminer les droits de douane israélienne sur une large gamme de produits. Voilà, donc on sait très bien qu'entre le Canada et l'Union européenne, il y a déjà un accord de libre-échange, donc ce qui veut dire qu'entre Israël et l'Union européenne, de fait, l'accord de libre-échange sera acté. On continue, et toujours Israël qui offre des hélicoptères de combat à la Jordanie. Israël a offert des hélicoptères de combat à la Jordanie pour aider le royaume à lutter contre les menaces le long de sa frontière avec l'Irak et la Syrie. Voilà ce qu'a annoncé un responsable américain. Le transfert de ces appareils militaires a été approuvé par Washington, normal, qui a fourni un appui technique et permettra la livraison d'hélicoptères de type Cobra, je cite, ces hélicoptères serviront à maintenir la sécurité le long de la frontière. Voilà ce qu'a confirmé le responsable américain sous couvert d'anonymat. On ne sait pas exactement contre qui c'est orienté. C'est orienté contre le régime de Bachar el-Assad ou contre l'État islamique. Point d'interrogation. On continue, et la mosquée Al-Aqsa qui a été prise d'assaut par la police et l'armée israélienne, c'était le 26 juillet dernier. Des dizaines de Palestiniens qui se trouvaient dans ce lieu saint même, ont été blessés lors de ce raid effectué par la police et l'armée israélienne, entrés par plusieurs portes qu'ils ont ensuite fermées à l'aide de chaînes. Voilà ce que rapporte l'agence de presse palestinienne MAN. Encore Israël, et dernière news, Israël a annoncé la construction de 300 nouveaux logements en Cisjordanie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé le 29 juillet avoir donné l'autorisation de démarrer la construction immédiate de 300 logements en Cisjordanie. Les logements en projet depuis 3 ans doivent être construits à Beit El, à une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem, selon un communiqué du bureau du chef du gouvernement. Dans le même temps, à la suite d'une décision de la Cour suprême, deux bâtiments inachevés et construits illégalement ont été détruits dans cette colonie où des dizaines de manifestants s'étaient rassemblés ces derniers jours pour empêcher leur démolition. M. Netanyahou évoque par ailleurs la planification de plus de 500 logements à Jérusalem-Est, 115 à Piczat Ziou, 300 à Ramoth, 70 à Gilo et 19 à Har Homa. Tous des quartiers de colonisation de la partie occupée et annexée par Israël depuis 1967. Voilà, donc la paix entre Israël et la Palestine maintenant est très loin. On attaque avec la partie France maintenant. Et premier thème, c'est des volontaires français qui sont partis combattre l'État islamique sur le front syrien.
France 2 a diffusé un reportage montrant 2 soldats français qui font partie de nombreux volontaires étrangers et de diverses nationalités partis rejoindre les rangs des milices kurdes en Syrie afin de combattre les djihadistes de l'État islamique. On continue, Patrick Balkany qui a déposé 3 propositions de loi contre les journalistes. C'est vrai que tous ces problèmes viennent des journalistes. Patrick Balkany souhaite tout d'abord supprimer l'avantage fiscal dont bénéficient les journalistes dans le calcul de leurs impôts sur le revenu. Il veut supprimer les aides à la presse écrite. Peut-être pas une mauvaise chose. Et enfin, privatiser l'audiovisuel public. 3 propositions soumises juste après la décision de la Cour d'appel de Paris lui interdisant de sortir du territoire. On continue et on va parler du chômage. Alors tout d'abord les chiffres officiels. Vous savez que selon le gouvernement, en juin dernier, le chômage a baissé de 0,3%. Mais bon, cela est dû à la modification de la façon dont Pôle emploi a classé les chômeurs. Vous savez, il y a de nombreuses catégories, A, B, C, D, E. Donc voilà, on en a pris un petit peu dans la catégorie A, on les a mis un petit peu ailleurs, hop, une petite sauce, hop, on remet le tout, et moins 0,3%, comme par miracle. Mais bon, si on se fie au rapport de la DARES, les vrais chiffres du chômage pour juin, c'est quand même assez catastrophique. Alors, les demandeurs d'emploi par catégorie. Catégorie A, 3 553 500 chômeurs, plus 0% ce mois-ci, mais plus 4,7% sur un an. Catégorie B, 707 400 chômeurs, plus 0,9% ce mois-ci, plus 6,9% sur un an. Catégorie C, 1 136 500 chômeurs, moins 2,1% ce mois-ci, plus 15,4% sur un an. Catégorie D, 281 400 chômeurs, plus 2,8% ce mois-ci, plus 1,2% pour un an. Et enfin, catégorie E, 395 200 chômeurs, plus 4,6% ce mois-ci, moins 0,1% sur un an. Voilà, total, 6 073 600 chômeurs, hors dom-tom bien sûr, ce qui fait une augmentation de 6,3% sur un an, soit 8 000 chômeurs de plus par rapport à mai dernier. Au total, si on prend les dom-tom compris, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on les exclue, on compte 6 409 900 chômeurs, selon le rapport de la DARES. Alors, ne sont pas comptés dans ces 6 millions de chômeurs les 1 286 900 foyers bénéficiaires du RSA, les 1 100 000 au bas mot qui ont une pension d'invalidité, les 1 400 000 de sans droit. Résultat des courses, si on fait le calcul nous-mêmes, on arrive à un total de plus de 10 millions de demandeurs d'emploi en France et de travailleurs pauvres occasionnels. Voilà pour les vrais chiffres du chômage. On continue, on va parler maintenant de la dette, et on va parler de la dette des ménages qui a augmenté 3 fois plus vite que les revenus. Le poids de la dette publique est souvent montré du doigt. Vous savez, dette publique, 2000 milliards d'euros. Mais en matière d'endettement, les ménages français ont aussi pris la pente ascendante au cours des dernières années. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, la dette des ménages s'élevait à 1189 milliards d'euros à partir du premier trimestre 2015. Les courbes produites par l'institution montrent que la progression n'a jamais cessé depuis les années 90. Le mouvement s'est même amplifié à partir des années 2000. À titre de comparaison, l'endettement n'était que de 664,9 milliards d'euros début 2005. En 2010, en 10 ans, l'encours de la dette a donc progressé de 79%. On parle maintenant d'Air France KLM, plombé par l'échange et par le cargo, qui a lancé un nouveau plan d'économie. Le PDG d'Air France KLM, Alexandre de Juniac, a annoncé une réduction de 300 millions d'euros des frais généraux au groupe franco-néerlandais, qui a publié une perte nette en hausse de 3% au premier semestre à 638 millions d'euros, malgré une progression de son chiffre d'affaires. Voilà, donc Hollande qui nous a annoncé le 14 juillet dernier une reprise, mais on voit pas trop où elle est cette reprise, et je pense que le PDG d'Air France, lui non plus, la voit pas. On continue, la redevance audiovisuelle qui va encore augmenter, mais de combien ? Le gouvernement planche sur une hausse de 3 à 4 euros pour la redevance en 2016, pour compenser la baisse des subventions à l'audiovisuel public. Mais il devrait repousser à nouveau la mise en place d'une taxe sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Rappelons qu'en janvier dernier, cette redevance avait déjà été augmentée de 3 euros. Hausse également du tarif du courrier en 2016. Les tarifs du courrier augmenteront de 3,6% en moyenne au 1er janvier prochain, après avoir déjà enregistré une hausse sans précédent de 7% début 2014. Voilà ce qu'a annoncé la Poste. Dans un communiqué, le groupe public évoque des ajustements tarifaires indispensables pour assurer la pérennité du service universel dans un contexte de baisse continue des volumes du courrier et pour maintenir un haut niveau de qualité et continuer d'innover et proposer des tarifs adaptés aux usagers.
Il ajoute que cette hausse s'inscrit dans le cadre des dispositifs d'encadrement pluriannuel des tarifs décidés l'année dernière par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci avait alors autorisé la Poste à augmenter annuellement ses tarifs de 5,2% en moyenne pendant 4 ans. En conséquence, le prix du timbre vert passera de 0,68 à 0,7 euros. Celui du timbre rouge, prioritaire, passera de 0,76 à 0,8 euros. Avec la hausse du 1er janvier 2014, le timbre vert aura ainsi augmenté de près de 15% et le timbre rouge de plus de 21%. On continue, on va parler de la fin de la gratuité des transports pour les policiers parisiens. Les 29 000 policiers parisiens se préparent à perdre cet acquis historique. La faute à une facture estimée à 24 millions d'euros en 2014 et à un cadre légal inexistant. Une prise en charge partagée de l'abonnement se profile alors que les syndicats s'insurgent. Cette fois, les syndicats représentant les 29 000 fonctionnaires parisiens ont eu la confirmation la semaine dernière lors d'une réunion à la direction des ressources humaines du ministère de l'Intérieur. La gratuité sera bien supprimée. La convention liant le ministère et le syndicat des transports d'Île-de-France arrivant à terme à la fin d'année. Autre sujet, on parle de Uber. Alors on a suivi les taxis, on a suivi la crise des taxis qui se sont rebellés contre Uber Pop. Mais à Lyon, UberX a remplacé Uber Pop. Uber Pop, c'est terminé pour le moment. Le service a été suspendu par la maison mère suite à la grogne des taxis et du gouvernement. Uber ne va cependant pas en rester là et contre-attaque avec le lancement d'UberX à Lyon. Le service est déjà en place à Paris et propose des courses moins chères que son homologue Uber Berlin. Voilà, c'est ce que j'avais dit aux taxis quand je les avais vus à Lyon. Uber Pop va peut-être disparaître, mais d'autres prendront sa place. C'est fait. On parle maintenant de Next Radio TV. Vous savez, c'est le groupe qui dirige BFM TV et RMC. Et Patrick Drahi qui va s'allier à Alain Veil pour racheter le groupe. L'homme d'affaires Patrick Drahi, patron d'Altis, SFR, Numéricable, I24, etc., poursuit sa politique d'expansion dans les télécoms et les médias. Il s'est allié avec Alain Veil, PDG de Next Radio TV, pour racheter le groupe. Les deux patrons, qui se connaissent depuis près de 20 ans, vont lancer une OPA d'un montant de 595 millions d'euros environ. Patrick Drahi pourra racheter d'ici 2019 la totalité du capital de Next Radio TV, l'un des seuls grands groupes audiovisuels indépendants. Indépendants, mais pas indépendants de la publicité, hein. On continue et on va parler maintenant de la loi sur le renseignement. Alors on va parler de l'ONU qui a jugé cette loi excessivement large. Le comité des droits de l'homme de l'ONU s'est inquiété des pouvoirs excessivement larges de surveillance attribués aux agences de renseignement par la loi sur le renseignement en France. Ce comité composé de 18 experts indépendants est chargé d'examiner le respect des obligations imposées par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité est préoccupé par les pouvoirs conférés aux services de renseignement en matière de surveillance digitale à l'intérieur et à l'extérieur de la France, indique-t-il dans ses observations finales. Le comité s'inquiète tout particulièrement de ce que cette loi relative à la programmation militaire et la loi sur le renseignement octroient des pouvoirs excessivement larges de surveillance très intrusives aux agences de renseignement sur la base d'objectifs vastes et peu définis, sans autorisation préalable d'un juge et sans mécanisme de contrôle adéquat et indépendant, a-t-il poursuivi. Mais bon, tout ça, ça n'a pas empêché les sages du Conseil constitutionnel d'approuver la loi sur le renseignement en changeant 3 petits paragraphes. La loi sur le renseignement a désormais achevé son parcours. Au terme d'une longue séance, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte controversé. Alors, les sages ont approuvé l'essentiel du texte. C'est une censure à la marge qui a été effectuée pour ce texte âprement critiqué. Alors, le Conseil constitutionnel a tranché à minima le débat concernant ce texte voté le 24 juin dernier. Seuls 3 articles de ce texte ont été purement et simplement censurés. À commencer par l'article instaurant l'urgence opérationnelle. Cette dernière permettait aux services de renseignement de se passer de l'avis du Premier ministre qui exerce son autorité sur la police administrative. À ce titre, il ne peut s'exonérer de donner son accord sous peine qu'il ne soit porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également censuré l'article relatif aux mesures de surveillance internationale. Ces dernières concernant le renseignement ainsi que la collecte de données de connexion pour lesquelles une au moins des personnes est à l'étranger.
Enfin, la question concernant le contrôle de ces techniques de renseignement par le juge judiciaire a été vivement tranchée. Le Conseil constitutionnel a jugé que le recueil de renseignements au moyen des techniques définies par la loi relève de la seule police administrative. Il ne peut ainsi avoir d'autre finalité que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale. On passe à l'Europe maintenant, on va parler un petit peu de la Grèce. Vous savez que la crise grecque est terminée, même si la dette grecque, rien n'a été réglé en définitive. En tout cas, un crédit pour rembourser un autre crédit, voilà comment va vivre la Grèce pendant les 2-3 prochaines années. On va pas revenir sur tout ce qui a été dit, on en a beaucoup parlé, mais bon, les banques grecques ont réouvert le 20 juillet. Le ministre des Finances de la Grèce a annoncé qu'il a entamé le paiement de 6,8 milliards d'euros à ses créanciers après la réception d'un prêt relais de 7,16 milliards d'euros de la Commission européenne. Bref, c'est de la cavalerie. Donc tout ce qu'on leur a prêté est retourné dans les poches des banquiers. Dans la poche des Grecs, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, le milliardaire américain Warren Buffett et le magnat italien Alessandro Proto, eux, ont acheté des îles grecques de Saint-Thomas, s'étendant sur 121 hectares au cœur du golfe Saronique, en mer Égée. L'acquisition de l'île a été conclue la semaine dernière pour un montant de 15 millions d'euros. Et pour l'instant, selon Warren Buffett, la Grèce dispose de grandes possibilités et plusieurs personnes sont prêtes à venir y investir. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que maintenant, tout ou presque va être à vendre en Grèce. Alors bon, ça constituera d'ailleurs un prochain article dans la lettre d'analyse et d'information libre du numéro de septembre que vous pouvez précommander. Et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette lettre. On continue. Alors cette crise grecque, elle a laissé des traces et Jean-Claude Juncker a annoncé que les Européens n'aiment pas l'Europe. Je cite Jean-Claude Juncker. Les Européens n'aiment pas l'Europe qui est en mal d'explication. La construction européenne, née de la volonté des peuples, est devenue un projet d'élite, ce qui explique le fossé entre les opinions publiques et l'action européenne. Alors Jean-Claude, je vais te dire, la construction européenne n'a jamais été une volonté des peuples. Jamais. C'est une volonté de l'élite, jamais du peuple. On continue, côté allemand aussi, la crise a laissé des traces, puisque l'Allemagne serait pour un budget propre à la zone euro. L'Allemagne souhaite discuter de la création d'un ministère des finances de la zone euro, et qui disposerait de son propre budget et élèverait ses propres impôts. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, est ouvert à l'idée de transférer des ressources financières substantielles des recettes fiscales de son ministère à un budget séparé de l'union monétaire. Alors bien sûr, tout ce qu'on dit pas, c'est que ce ministère des Finances de la zone euro serait sous contrôle allemand, bien évidemment. On continue, Pierre Moscovici lui a annoncé, je cite, « Le TAFTA est plus dans l'intérêt de l'Europe que des États-Unis ». Le commissaire européen aux affaires économiques a expliqué que la signature du traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe est plus dans l'intérêt européen parce que le marché américain est plus fermé que le marché français ou globalement que le marché européen. Alors, on verra bien qui va être le grand gagnant, mais je crains qu'on ait des surprises, mon cher ami Moscovici. On continue, et bien évidemment avec ce qui se passe du côté de la Syrie, de la Libye, du nord de l'Afrique, les migrants affluent sans cesse en Europe. Plus de 37 000 migrants ont cherché à traverser la Manche. Le groupe Eurotunnel a affirmé avoir intercepté depuis le 1er janvier plus de 37 000 migrants par ses propres moyens et appelé les États à une réaction appropriée après 1500 tentatives d'intrusion effectuées par plusieurs centaines de clandestins et la mort de l'un d'entre eux. Eurotunnel a alerté depuis plusieurs mois la commission intergouvernementale du tunnel sous la Manche et les pouvoirs publics de l'explosion du nombre de migrants présents dans les Calaisis, dans le nord de la France, et ses conséquences parfois dramatiques que cela pouvait avoir. On continue, on parle de l'Union européenne qui vient au secours de la Tunisie. Fragilisée économiquement depuis les attentats meurtriers du musée Bardo et de la plage de Sousse, la Tunisie peine à relancer son activité économique. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait renforcer son assistance à l'économie tunisienne. Il y a une volonté du côté de l'Union européenne de soutenir la Tunisie dans ses efforts de transition démocratique, dans ce moment de difficultés économiques, en particulier pour le tourisme. Voilà ce qu'a précisé le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. En tout cas, je ne vois pas concrètement ce que peut faire l'Union européenne en Tunisie pour véritablement les aider. Mis à part donner de l'argent gratuitement, que va faire l'Union européenne en Tunisie ? L'Union européenne qui veut lancer une agence d'information russophone.
Vous savez que notre Premier ministre a récemment déclaré qu'il s'interrogeait de la présence des médias russes en Europe et de leur influence. Alors, les Pays-Bas et la Pologne vont lancer une agence d'information en russe, dont une chaîne de télévision qui doit diffuser ses premières émissions à partir de 2016. Les bailleurs de fonds nécessaires à la réalisation de ce projet se réuniront en septembre prochain à Varsovie. L'Union européenne a chargé les Pays-Bas et la Pologne de créer une agence d'information russophone. Voilà ce qu'a annoncé le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koender, dans une interview. Selon lui, l'idée de diffuser des informations en russe est débattue dans les structures européennes depuis 2014. Je trouve qu'il s'agit d'une idée très importante, car nous devons donner notre propre réponse à la propagande russe, et ce, en premier lieu, pour la population russophone. Voilà ce qu'a déclaré M. Koenders. Vous savez que Russia Today est maintenant une chaîne internationale et une chaîne qui est très très suivie, et notamment aux États-Unis. Continue avec l'Europe, on va parler de la Finlande qui est prête à expérimenter la fin du travail, ou plutôt le revenu universel. Une première en Europe, la Finlande veut expérimenter une forme de revenu universel. Le gouvernement de centre droit évoque une allocation de base pour tous les citoyens. Si son montant devra atteindre les 1 000 € mensuels, le travail deviendrait alors un choix de vie. On ne connaît pas encore les détails de ce projet de loi annoncé au Parlement par le nouveau Premier ministre Juha Sipilä, mais tous les citoyens finlandais, quel que soit leur âge ou leur situation sociale, auraient le droit à un revenu de base garanti. Ce revenu universel, versé sans contrepartie, serait suffisant pour vivre modestement. Les citoyens qui souhaitent avoir un niveau de vie plus élevé pourront bien sûr compléter ce revenu de base en étant salariés, artisans ou entrepreneurs. Ce salaire universel remplacera toutes les aides sociales existantes, y compris les retraites de base. La Finlande a un PIB par habitant supérieur à l'Allemagne et à la France. Mais ce revenu de base est aussi rendu possible par une réduction sensible du nombre de fonctionnaires en charge de ces programmes sociaux. Ce projet est soutenu par une grande partie de l'échiquier politique finlandais. Si certains évoquent un RSA amélioré de 500 €, les libéraux, à l'image du député Björn Wahlroos, souhaitent un revenu compris entre 850 et 1 000 € par mois pour éliminer la pauvreté. Dans un premier temps, il sera introduit dans les régions confrontées à un fort taux de chômage, a toutefois précisé le Premier ministre. En effet, malgré la richesse du pays, le chômage a dépassé les 9% de la population. On attaque la partie santé-environnement maintenant, on va démarrer avec l'obsolescence programmée, qui est désormais punie par la loi. Ce phénomène est désormais un délit puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, son montant pouvant même être porté à 5% du chiffre d'affaires annuel réalisé en France. Cette disposition fait partie de la loi sur la transition énergétique, adoptée définitivement par le Parlement. Pour rendre toutes ces mesures opérationnelles rapidement, les premiers décrets d'application seront publiés dès la rentrée 2015. Voilà ce qu'a promis Ségolène Royal. Bon, on a quand même des questions qui se posent, notamment sur les produits achetés à l'étranger, sur Internet, etc. Est-ce que la loi va avoir le dessus sur les lois américaines, etc. On n'en est pas vraiment sûr. Et surtout, 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende, c'est assez flou, il va falloir trouver les responsables. Bref, cette loi, elle est assez bancale. On continue, on va parler des OGM maintenant. Et les parlementaires américains qui refusent l'étiquetage obligatoire des aliments. La majorité des parlementaires américains ont décidé que les entreprises agroalimentaires n'auraient pas à indiquer si leurs produits contiennent des organismes génétiquement modifiés. Cette loi est votée alors que depuis plusieurs mois, le débat est intense dans plusieurs États entre le lobby de l'industrie agroalimentaire et plusieurs associations de consommateurs et de groupes de défense de l'environnement qui réclament plus de transparence sur le sujet. Le texte a été adopté par 275 voix pour et 150 contre, 45 démocrates s'étant ralliés à la majorité républicaine. Pour les lobbies de l'agroalimentaire, il s'agit d'une victoire. Depuis des années, ils affirment que les OGM ne représentent aucun danger et qu'un étiquetage obligatoire renchérirait les prix des produits de façon inutile. Voilà. Donc on a bien noté tout à l'heure que M. Moscovici disait que le TAFTA est plus dans l'intérêt de l'Europe que des États-Unis. On va voir sur le sujet des OGM qui sera le grand gagnant et le grand perdant. Alors ça nous amène aussi à la dernière étude de Gilles-Éric Serralini. Ça remonte un petit peu au 19 juin dernier, mais bon, il faut quand même le noter. Selon lui, les tests de laboratoire sont faussés. Le professeur canet Gilles-Éric Serralimi a relevé le 18 juin dernier une nouvelle étude selon laquelle les aliments utilisés pour les rats de laboratoire sont contaminés. En analysant, lui et son équipe ont détecté des traces de pesticides, de métaux lourds et d'OGM.
Lorsqu'il a publié son étude tonitruante en 2012 sur la toxicité des OGM sur les rats, on se rappelle, les rats avec des grosses bosses, vous savez, des grosses tumeurs, ses détracteurs lui avaient rétorqué que les rats présentaient naturellement des tumeurs mammaires et que son étude ne prouvait rien du tout. Alors le professeur Canet a voulu comprendre pourquoi ces animaux de laboratoire sont prédisposés à développer de nombreuses pathologies. L'origine de ces pathologies est-elle génétique ou relève-t-elle de l'influence de l'environnement ? L'étude sur l'alimentation des rats de laboratoire, le professeur Gilles-Éric Serralini, soutenu par le CRIGEN, a donc analysé, avec l'aide de plusieurs laboratoires accrédités, la nourriture des animaux de laboratoire. Cette alimentation, provenant de 5 continents, est habituellement considérée comme équilibrée et hygiénique. Or, sur 13 échantillons communs de croquettes pour rats provenant de 9 pays, l'équipe a trouvé des traces de 262 pesticides, 4 métaux lourds, 17 dioxydes et furane, 18 PCB et 22 OGM. Les résidus de Roundup et ses génétiques ont été détectés dans 9 des 13 régimes et 11 d'entre eux contenaient des OGM avec lesquels ce Roundup est amplement utilisé. Quelle conclusion en tirer ? L'étude de Gilles-Éric Serralini jette le discrédit sur toutes celles qui ont été faites sur les rats avant la commercialisation de tel ou tel produit chimique. Selon Gilles-Éric Serralini, la composition de cette nourriture augmente le bruit de fond à un tel niveau que ça cache tous les effets secondaires des produits testés. Qu'en pense le docteur et journaliste Dominique Dupagne, assez critique par le passé avec Gilles-Éric Serralini? Invité sur France Inter, il a affirmé, je cite, « C'est une étude remarquable, là où il démontre que les études des industriels sont faites avec une rigueur absolument nulle. Et moi, honnêtement, je trouve qu'on devrait rétracter toutes les études de Monsanto. » Voilà, donc toutes les études qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, conduites sur des rats, peuvent être considérées comme nulles. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On continue, on va parler du Roundup. Cancérigène, Monsanto était au courant depuis plus de 30 ans selon un chercheur. Un chercheur américain affirme que la société Monsanto était au courant du caractère cancérigène de son herbicide phare, le Roundup, depuis 1981 et qu'elle en a caché le danger. De nouvelles révélations pourraient venir écorner l'image du géant Monsanto, déjà aux prises avec de nombreux scandales. En mars dernier, l'OMS a établi que le glyphosate, composant principal du désherbant Roundup, était possiblement cancérigène. Cette décision avait rapidement été contestée par Monsanto, qui estime que les preuves étaient insuffisantes. Voilà, donc maintenant, on vient de prouver que Monsanto savait depuis plus de 30 ans. On termine avec l'information selon laquelle la France va réduire sa dépendance au nucléaire. À 5 mois d'une grande conférence internationale sur le climat à Paris, le Parlement français a adopté définitivement une loi dite de transition énergétique visant à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité. Le projet de loi traduit la promesse du président François Hollande lors de la campagne électorale de 2012 de réduire de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique de la France à l'horizon 2025. Alors on se rappelle de cette promesse d'arrêter la centrale de Fessenheim, mais bon, pour l'instant, il n'en est toujours pas question. Alors on se demande quand même comment va faire le gouvernement français pour tenir cette promesse, tout en sachant parfaitement qu'une centrale nucléaire est difficilement démontable. Et il n'existe aujourd'hui aucune solution pour retraiter les déchets nucléaires hautement radioactifs. Tout ça, c'est bien expliqué dans un documentaire qui a été diffusé sur Arte. Je vous mets le lien si vous voulez aller le voir par vous-même. C'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine à l'agence Infolibre. Je remercie tous ceux qui soutiennent l'agence Infolibre financièrement. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site, sur la boutique de l'agence Infolibre, commander le numéro de septembre de la lettre d'analyse d'informations libre. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois pour 26 €, pour 12 mois pour 99 € pour compris, ou un abonnement de soutien pour 120 €. N'oubliez pas que le soutien que vous apportez à l'agence Infolibre fait en sorte que nous pouvons continuer à vous donner des informations gratuites par ailleurs. Je vous laisse également découvrir tous les contenus que nous avons mis en ligne ces dernières semaines, notamment toutes les vidéos qui ont suivi le CNT, le mouvement du 14 juillet, notamment les 2 entretiens de Bassa
Sam Tam, l'un sur les USA et le Royaume Saoudite, l'autre sur la Turquie et la guerre civile, l'article que nous avons réalisé sur l'agriculture, le reportage sur les agriculteurs qui ont fait grève notamment au nord de Lyon, la traduction sur la polémique du planning familial américain avec, vous savez, les trafics d'organes à partir de fœtus de bébés, la manifestation kurde à Paris pour dénoncer le terrorisme de l'État turc, et enfin l'entretien que nous avons eu avec Éric Filiol sur la cyberguerre et la souveraineté. Voilà, rendez-vous à la rentrée pour peut-être un nouveau numéro des Infos dont on parle peu, peut-être un numéro d'une autre émission qu'on nommera autrement, on ne sait pas exactement, on est en train de définir tout ça. En tout cas, merci à vous de nous soutenir financièrement l'agence Info Libre, c'est faire en sorte que vous ayez tous les contenus gratuits pour la rentrée, n'oubliez jamais ça, voilà. Donc rendez-vous très bientôt, l'information continue sur le site de l'agence Info Libre, agenceinfolibre.fr, n'oubliez pas le Facebook, le Twitter, la chaîne YouTube, les chaînes Dailymotion, etc., etc., etc. Voilà. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir, sinon les autres, restez branchés sur agenceinfolibre.fr. Ciao à tous.